Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien qui tente de composer la bande originale de son invité, son score, tout en le faisant causer. Preuve s'il en fallait une supplémentaire que je suis multitâche, ce qui aurait tendance à prouver que je suis un individu de type féminin. Alors oui, c'est à la fois une attaque, pas complètement infondée, mais aussi un stéréotype, ce qui aurait tendance à prouver que pour faire rire avec ce genre de sujet hautement inflammable qu'est l'identité, il faut être sacrément capé. Et comme tout le monde le sait, tous les héros ne portent pas de cape, mais parfois des carreaux. En ce studio, un Jean qui doute, comme dirait Anne Sylvestre ou Fanny Rué, tout en contribuant à ouvrir les chakras, les portes, les esprits, et tout en faisant rire avec du bruit. Bonjour l'autre Tignon. Bonjour. Merci de passer par ce studio, ça fait extrêmement plaisir. C'est moi, ça me fait plaisir de ouf. Tu joues ton seul en scène, mais roux, et je vais reprendre une expression de Thomas Bernard dans Flûte glaciale, un one trans show. Oui, j'ai adoré. Je trouve l'expression pas mal du tout. C'est le lundi à 20h au Théâtre Saint-Georges jusqu'à fin avril, et tu es aussi en tournée, le 12 mars à Dijon, le 13 à Besançon, le 18 à Strasbourg, et à Bruxelles le 30 mai. Est-ce que la tournée, cette résidence se passe comme tu le souhaites ? Ouais, beaucoup mieux que ce que je pensais. C'est incroyable de pouvoir jouer au Saint-Georges parce que c'est un spectacle, c'est un théâtre à l'italienne dans lequel j'ai pas rêvé jouer en tant que personne trans. Je pensais pas que ce serait possible de rêver aussi grand. Et en fait, on peut. Et je trouve que ça montre beaucoup de choses sur ce dont sont capables les minorités de manière générale. Trans ou racisées ou les femmes ou... Voilà, donc je suis très content. Et la tournée, c'est incroyable de rencontrer tellement de gens différents qui sont touchés par ce sujet-là, quoi. Alors, énormément de dates de spectacle complètes. Oui. Est-ce que ça signifie petit boulard tranquille ? Est-ce que maintenant on a des petites exigences en loge, des trucs Ça fait partie de mes questions récurrentes, j'adore ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui n'ose pas trop demander des choses. Mais c'est vrai que là, j'ai osé demander des brioches avec du chocolat. Voilà, c'est vraiment mon nouveau truc. Vraiment complètement déglingo. Là, je pense qu'on n'est pas loin du cassage de chambre d'hôtel. Là, il faut que je me calme en termes d'égo. Calme, un petit peu. Moins de brioches. Ok, je note. La question rituelle de cette émission, quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Elle prend une place importante parce que beaucoup de mes amis font de la musique et aussi parce que je trouve que c'est une super manière de aussi parler des choses importantes. Et moi, je me base beaucoup sur la musique pour écrire mon spectacle. En termes de rythme, je trouve ça intéressant. Et je trouve que dans la musique, il y a énormément de rythme, de ça commence doucement et puis un grand moment et puis ça revient et puis ça finit doucement. Et je me suis beaucoup inspirée de ça pour écrire le rythme de mon spectacle. J'avais envie que ce soit un peu une partition. Dans son entièreté, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Quel style musical pour ce spectacle de fait Quel genre de symphonie ? Plutôt ah là là. En fait, j'adore la musique, mais je suis trop nulle. Mais plutôt une musique pop et hyper queer et hyper joyeuse. Voilà, ce serait ça. Très bien. Pour débuter, j'ai choisi Anony and the Johnsons. On écoute It Must Change. Le score sur Radio Nova. Anony and the Johnsons sur Nova, It Must Change, un titre choisi pour toi, l'autre Tignon, et pour une raison très simple. Sur la pochette de l'album d'Anony and the Johnsons, My Back Was a Bridge for You to Cross, un portrait de Marsha P. Johnson, le nom du groupe d'Anony, est un hommage et c'est également une figure qui ouvre ton spectacle. Exactement. Ouais, Marsha P. Johnson, donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est une meuf trans, donc une personne qui est assignée homme à la naissance et qui transitionne pour être qui elle est vraiment, c'est-à-dire une femme incroyable. C'est une meuf trans racisée, qui était travailleuse du sexe, qui a énormément participé, voire engagé les soulèvements de Stonewall. Ouais. Voilà, et qui du coup participe à la Pride qu'on connaît aujourd'hui, a participé à nos droits. Elle l'a toujours fait avec énormément d'humour. Et c'est ça, moi, qui me parle beaucoup dans les militants et militantes trans ou LGBT, c'est qu'on le fait toujours avec beaucoup d'humour, alors que les gens pensent souvent qu'on est des personnes très tristes, que dans la douleur. Pas du tout, on est des personnes très très joyeuses. Et c'est ça qui m'inspire énormément. Et ouvrir par un hommage, en oui. fait. Ouais, parce qu'en fait, ce spectacle ne pourrait pas exister sans tous les combats qui ont été avant. Si là, je peux être dans un spectacle, dans un théâtre de 500 places, seule sur scène, en parlant de ma transition, ce qui est assez nouveau quand même en France, c'est parce qu'il y a eu tous ces combats avant. Et du coup, c'est important pour moi de rappeler que le spectacle est collectif.
Je parlais de Cap et de Caro dans mon intro. Tu fais une entrée sur scène que je qualifierais de presque super-héroïque. Oui, c'est vraiment le but de... Ouais. Je suis quelqu'un de très timide, de très anxieux, qui a pris du temps avant d'avoir confiance en moi, de me trouver bien dans ma peau. Et j'ai mis cette entrée pour montrer que j'avais le droit aussi d'être heureux, d'être bien. Et puis, c'est pour le kiff de la lumière et de la fumée. C'est très beau en plus. Oui, j'aime beaucoup, merci beaucoup. Mais est-ce que ça donne de fait une impulsion particulière ? Ouais, ça pose tout de suite quelque chose de... voilà, le spectacle, il va être politique, il va être dans la joie, et on a le droit d'être fier de soi. C'est vraiment ça que je veux dire avec le début. Voilà. Ton spectacle s'appelle Mérou, je le rappelle. Une appellation née d'un projet d'enfant. J'avais décidé que je vivrais jusqu'à 100 ans et qu'à 50 ans, je deviendrais un homme. Comme ça, j'aurais fait moite-moite. C'est pas mal comme plan, non ? Oui. Vous êtes mignons parce que c'est vraiment un plan de merde, mais sauf qu'en grandissant, moi, j'avais pas de modèle de personne qui faisait moite-moite. Il n'y avait pas de star moite-moite, il n'y avait pas tout ça. C'était dur de grandir comme ça. J'ai vraiment écumé tout Internet pour trouver un modèle qui me ressemblait, et à un moment, j'ai trouvé. C'est le Mérou. Vous n'avez pas l'air choqué par cette information. C'est un poisson. Au début de sa vie, il est femelle. À la moitié de sa vie, il devient mâle. Il peut même redevenir femelle. Quand j'ai vu ça, j'étais là, c'est trop moi. C'est un poisson de 2 mètres de long. Il est trop moche. Je l'adore. Un spectacle intime. Oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te raconter sur scène ? C'est quelque chose qui est venu bien avant ma transition. J'ai fait 10 ans de théâtre en amateur et... Comme je disais, je suis quelqu'un de très timide, mais sur scène, il y a quelque chose qui se débloque. Je suis là à la maison. Et du coup, je me suis dit, peu importe ce que je veux faire dans ma vie, il faut absolument que je sois sur scène. Et le théâtre, quelque chose me frustrait dans le temps que ça prend. J'ai l'impression que pour que ça fonctionne, il faut que quelqu'un écrive une pièce, puis qu'après il meurt, et puis après on travaille. Enfin, c'est pas faux. Voilà, il y a un peu tout un truc où ça me frustrait dans l'urgence de ce que j'avais à dire. Et le stand-up, il y a vraiment un truc où tu peux écrire dans la journée et après tu le dis sur scène et tu le travailles avec le public. Et c'est aussi dans ce sens-là que le stand-up est collectif. C'est le public m'apporte des blagues, le public me permet de savoir si je vais dans la bonne direction. Et du coup, on est tout le temps en travail. Et ça me passionne. Et puis la scène, à un moment, m'a permis de me dire, ok, là, il faut que je sois hyper authentique avec moi-même, hyper honnête. Et dans cette honnêteté-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais une personne trans et que j'avais trop envie d'en parler sur scène parce que j'avais jamais entendu dans le stand-up en France, en tout cas très peu de personnes concernées qui disaient « je suis trans et tout va bien ». Donc voilà. Et c'est aussi un spectacle évolutif puisque tu parles de la transition comme un voyage qui ne s'arrête pas. Exactement. Ouais. C'est vraiment ça. En fait, c'est comme grandir. Moi, je suis persuadée que transitionner, c'est juste changer. Et tout le monde change au cours de sa vie. Notre corps se modifie, on n'est pas les mêmes, on reste pas des bébés jusqu'à toute notre vie. Ce serait trop bizarre. Super bizarre. Une société de bébés à la défense avec des la clopobelle. Ouais, vraiment. Bon, je veux dire, ce serait trop bizarre. Donc, moi, c'est ça que... Enfin, voilà, c'est ce truc de changement. Et je me souviens plus de la question. Mais la réponse était parfaite. Et la réponse était parfaite ? Ok, super, j'ai un trouble de l'attention, c'est normal. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera Maëra et ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Maëra sur Nova, rien de sensationnel, c'est-à-dire l'inverse du spectacle de Lou Trottignon. Qui est sensationnel, sensationnel dans le sens formidable, pas sensationnel dans le sens sensationnel comme les journaux. C'est ça que je voulais dire. Cette phrase était longue, hein. Ouais, mais j'ai adoré. Pas complètement. En vrai, c'est très important de faire cette différence-là parce que je pense que quand on pense à un spectacle qui parle de transition, il y a cette idée de sensationnel, de freak show, un peu de. Exactement. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'enlever. J'ai justement envie de montrer aux gens que par le rire et du coup par l'empathie, on n'est vraiment pas si différents. Les mots-clés sont donc transidentité, non-binarité, c'est-à-dire la kryptonite des éditorialistes de droite et autres gens planqués derrière des claviers, puisque parmi les thèmes dont tu parles dès l'ouverture du spectacle, il y a les messages des haters. Ouais. Ils sont si nombreux que ça, encore ? Ah, ils le sont de plus en plus. Ouais, maintenant que Facebook et Instagram ont mis cette nouvelle règle de pouvoir dire que la transidentité est une maladie mentale, ce qui est complètement faux, hein, on le sait en France depuis 2013 en tout cas, ça a fait vraiment une salve de beaucoup de haters.
Après, moi, ce que je dis toujours, parce que je suis tout le temps quelqu'un de positif dans l'espoir, s'il y a autant de haters qui parlent, c'est parce qu'on est de plus en plus visible. Et du coup, ça veut dire qu'on avance. Et c'est un peu le prix à payer de cette visibilité qui avance. De plus en plus visible, qui ne signifie pas, pour ceux qui auraient du mal à comprendre, de plus en plus nombreux. Non, voilà. non. C'est qu'en fait, on voit de plus en plus de personnes trans, tout simplement parce qu'on se sent de plus en plus en sécurité de le dire, et c'est plutôt bon signe. Et puis, il y a aussi plein de personnes. Moi, j'ai énormément de personnes qui viennent à mon spectacle qui ont fait leur coming out à 50, 60 ans, parce qu'ils n'avaient pas les termes avant aussi. Si j'en parle, c'est parce que tu en parles aussi librement dans le spectacle, en disant qu'il n'y a pas de phénomène de contagion, ce qui a l'air d'être une espèce d'angoisse complètement irrationnelle. Oui, les gens ne sortent pas de mon spectacle en étant tous trans. Si la contagion était réelle, elle passerait d'abord par mon spectacle, par ailleurs. Et tu le disais, la haine est très vite évacuée au-delà de ce dossier sur les haters. Au-delà de la drôlerie, il y a quelque chose d'extrêmement solaire dans ta manière de raconter et d'aborder les choses. Ça me fait plaisir. C'est vrai. Il y a un truc très, c'est pas angoissant, c'est solaire. Il y a un peu la lumière est au bout là. Vraiment. Non mais c'est pas si fréquent. Oui, c'est vrai. En fait, moi, c'est ma personnalité d'être toujours dans la joie, dans vouloir que les gens se sentent bien. Et c'est pas parce que j'ai transitionné et que c'est difficile, la transphobie, que je vais enlever ça. Et je veux vraiment que les gens se sentent bien avec moi, avant de se dire « Ah, ok, j'accepte les personnes trans ». C'est juste genre, voilà, je suis une personne sur scène et vous aimez bien m'écouter. Super. Et il s'avère que je suis trans. Voilà. Comme ça que je le vois, en tout cas. C'est une question qui revient souvent dans cette émission, je m'en rends compte ces derniers temps, notamment on parlait avec Lola Lafont. L'idée que les mots ont un sens, qu'il s'agirait de ne pas dévoyer, et d'autres qu'il faut se réapproprier ou en tout cas reprendre à son compte. Au cœur du réacteur, le mot queer, par exemple. Alors, queer, du coup, c'est un mot valise qui intègre toutes les personnes qui sont en dehors des normes de genre et de sexualité. C'est-à-dire que ça détermine toutes les personnes qui ne sont pas cis et hétérosexuels. Voilà, donc cis, c'est-à-dire qu'on est en accord avec le genre qu'on a à la naissance, et hétérosexuel, ça veut dire que vous portez du beige. Et du coup... Pardon, excusez-moi. Et c'est pas un truc d'exclusion, c'est juste que ce sont les gens qui nous ont exclus historiquement. Queer, c'est une insulte, ça veut dire bizarre, chelou. C'était utilisé comme une insulte et on se l'est réapproprié justement pour dire qu'en fait c'était aussi positif d'être différent de la norme. Mais ça veut pas dire que la norme est mauvaise. Ça veut juste dire qu'il y a plein d'autres manières de vivre son genre et son identité. Mais tu sens bien que le langage est une source de crispation. T'en parles aussi extrêmement bien quand il est question des pronoms. Oui, voilà. Oui, en fait, les gens se font toute une histoire des pronoms comme si pour nous, c'était le truc le plus important. Et c'est très important pour nous, évidemment. Mais en réalité, on est aussi des personnes qui comprenons l'erreur, qui sont moquées de comprendre. Parce que des fois, quand je dis que je suis trans, les gens, avant, me genraient au masculin très bien. Et quand ils savent que je suis trans, là, ils paniquent. Et du coup, ils disent « elle, il ». Et je suis là « mais t'inquiète, tout va bien ». Du coup, moi, j'essaye de rassurer les gens là-dessus. C'est vrai qu'on n'a rien de trouvé d'autre pour désigner une identité que les mots. Tu dis un truc hyper joli, tu dis que la tienne, c'est le doute. Oui, je crois que c'est le meilleur mot qui me correspondrait. Parce que même non-binaire, en fait, c'est un mot valise qui ne veut rien dire. C'est pour déterminer tous les gens qui ne se sentent ni homme ni femme. Et en fait, il y a plein de manières de ne pas se sentir homme ou femme. Comme il y a plein de manières de se sentir homme et il y a plein de manières de se sentir femme. Et du coup, moi, je dis plutôt que c'est le doute. Parce que je trouve ça plus joli dans ma vie d'avoir la possibilité de changer qui je suis selon comment j'avance, que ce soit dans ma personnalité, dans mon style, dans mon genre. On en parle de manière très sérieuse. Je rappelle que Mérou est un spectacle qui est extrêmement drôle. Là, on est en train de faire le discours de la méthode. Il y a par exemple une anecdote absolument irrésistible quand tu parles des pronoms sur un message qui t'a été laissé. Oui, le message de ma mère, qui m'a du coup laissé un message... quand j'avais fait mon coming out et qui était en panique totale et qui a sa langue a fourché, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a dit vraiment, je le dis ou tu vas le passer? Non, je le dis. Bah si, je le dis. C'est toi. C'est ma mère. Et du coup, le message finissait vraiment par bisous mon garçon, ma fille m'habite, quoi. Et je l'ai gardé, mais c'était il y a hyper longtemps. Je l'ai gardé ce message et à chaque fois elle est là. Mais j'ai dit à vite, non. Et je dis non maman, genre vraiment tout le monde entend m'habite. Le lapsus. Le gros lapsus. On poursuit la conversation. Musique, auparavant, Lola Young et Messi. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Lola Young et Messi, dont Lou Trottignon disait en off « Mais je m'en fous, je balance ».
Je l'écoute pas mal en ce moment. Oui, j'ai eu trop peur. Mais qu'est-ce que j'ai dit déjà? Non. Je Ouais, ne diffuse que ce qui est diffusable, vraiment. Merci. Ouais, ça fait partie des titres qui t'accompagnent. Ouais, en ce moment, j'écoute beaucoup Kalika, en ce moment, qui est donc une chanteuse qui est en train vraiment de grimper et qui fait des sons qui me font énormément de bien, très féministes et très joyeux aussi, et dans la colère. Je pense que la musique me permet aussi de renouer avec la colère. C'est important, même si on est dans l'humour, de garder cette colère pour militer, je pense. Ouais. Mais la colère, d'ailleurs, tu en parles Oui. dans Mérou. Tu dis que la colère chez les femmes, bah voilà, c'est ça. Problème. Ouais. La colère chez les messieurs, c'est un droit. Oui, je le remarque parce que c'est ça mon super pouvoir, c'est qu'en fait j'ai vécu comme une femme et je vis maintenant comme un homme. Alors pas tout à fait, parce que quand on est trans et surtout quand on a une identité sexuelle qui n'est pas hétéro, on n'est pas vraiment considéré dans les hommes, quoi. Ouais. Mais quand même j'ai vécu en tant que femme et je remarque que c'est plus ok d'être en colère maintenant, avec un passing, donc un visage qui a l'air plus masculin, quoi. Ben les injonctions, il en est aussi beaucoup question, et elles concernent tout le monde dans le spectacle. Oui. Les injonctions faites aux femmes, notamment celle d'être potentiellement une femme fatale, puisque c'est un modèle comme un autre. Tu en parles, toi, très bien. Oui, j'en parle beaucoup parce que j'ai eu une expérience en tant que stripteaseuse. Ouais. Du coup, je suis allée un peu au bout de ce qu'on pouvait attendre d'une femme dans cette société. C'est-à-dire cette image de la femme fatale, absolument discrète, mais aussi qui prend les devants. Ouais. Et en le faisant, je me suis rendu compte que c'était vraiment du bullshit, quoi. C'était vraiment un truc inventé, mais que je pensais qu'il existait. Et je courais après, comme si ça allait me valider en tant que personne. Et alors moi, il s'avère que je suis trans, donc vraiment, ça ne me correspondait pas. Mais je me suis dit que cette expérience pouvait parler à beaucoup de femmes, dans cette idée qu'on doit absolument être sexualisable, désirable. Et d'autant plus en ce moment avec l'actualité, je pense que c'est important de rappeler ça et que cette vision de la femme fatale n'a pas été écrite pour nous, mais pour eux. Oui, et puis en plus être sexualisée, c'est pas l'apanage des stripteaseuses. Hein. Non, justement. C'est ça aussi que... Ouais, c'est une version extrême de la chose, ou en tout cas dans la perception qu'en ont les hommes, mais globalement... C'est ça, c'est qu'en fait, j'ai fait du striptease et puis après, je sortais dans le quotidien et je vivais les mêmes choses, mais j'étais pas payée. Oui. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Si le monde est un club de striptease géant, c'est inquiétant. Tu as cité le beige comme une couleur emblématique il y a un instant. J'aimerais y revenir puisque tu explores aussi les codes et les représentations de la masculinité dans le spectacle. Oui, pardon. Non, mais c'est juste qu'on explique le pourquoi du beige. Parce qu'à un moment, ça va devenir extrêmement mystérieux. Le pantalon beige. Le pantalon beige. L'uniforme. Du parisien, hétérosexuel, bobo. Non, mais on va pas se mentir. Mais c'est juste que moi, j'ai aucun problème avec le beige. C'est juste qu'il y a d'autres couleurs. Voilà, on les a toutes référencées sur le drapeau LGBT, si vous voulez. N'hésitez pas à vous inspirer. Non, mais c'est vrai, mais c'est très drôle la manière que tu as d'explorer tout ça. En fait. Oui, je pense qu'il y a des choses qui m'énervent et on s'attend pas à ce que les pantalons chino beige m'énervent quand il y a mais du coup, maintenant, c'est devenu un truc que je repère. Oui. À cause de toi. Pantalon beige. Désolée. Zone à risque. Pantalon beige. Est-ce que le stand-up, c'est un art... Alors attention, ça va être une grande phrase, en tout cas dans ce qu'elle implique. Est-ce que c'est un art qui permet d'éduquer ? Est-ce qu'en tout cas, c'est la vocation du stand-up ? Je pense pas que ce soit la vocation du stand-up. La vocation du stand-up, c'est de faire rire et historiquement de donner la parole à des personnes issues de minorités. À la base, c'est ça. Ouais. Ça a été créé par des personnes issues de minorités qui n'avaient pas accès au théâtre et qui, du coup, ont créé cet art-là. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est un peu vers l'éducation, mais c'est surtout genre une liberté de prise de parole. Moi, je décide de l'utiliser pour de l'éducation, en effet, parce que je trouve que c'est une très bonne manière d'éduquer les gens que de passer par l'humour. Mais alors, est-ce que parfois, professeur Trottignon n'en a pas marre que les élèves ne fassent pas leurs devoirs ? Parce que c'est bien d'être assidu quand on est dans une salle, mais il y a aussi du boulot à faire à la maison. Et que quand un message est délivré... Il faut pas l'entendre, il faut l'écouter. C'est pas la même chose. Ça, pour moi, c'est après les gens, quand ils sortent du spectacle. Je ne peux pas contrôler ce que les gens font des informations, mais je peux contrôler le fait que pendant 1h10, on rigole ensemble, même si y a des gens en costard, des queers, à cheveux bleus, et qu'en fait, on s'entend très bien. Moi, je vise vraiment l'empathie. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Éducation positive. Voilà, c'est ça. Non, mais oui. Et puis, je le fais pas... Montessori oui, voilà, c'est ça.
Et puis il y a le côté éducation, et puis il y a le côté reprise de pouvoir, en reprenant par exemple la question qui revient souvent pour les personnes trans de qu'est-ce qu'on a dans le pantalon. Et là sur scène, c'est moi qui décide de ma réponse. Ouais. Donc c'est aussi pour moi, j'avoue. Très bien, on poursuit en musique. Un titre qui s'impose, Sexy Motherfucker, on écoute Prince. Oui. Le score sur Radio Nova. Prince sur Nova, Sexy Motherfucker. Est-ce que ça parle à l'Outre-Tignan ? Oui, Prince c'est un énorme modèle pour moi parce que c'est une personne qui était très fluide dans son genre à une époque où il n'y avait pas les mots non-binaires. Et pourtant, cette personne était fluide dans son genre et c'est tout. En fait, il n'y avait pas de questions à se poser. Non, juste sexy. Ouais, juste magnifique. C'était sexy. Vraiment. Et déjà, c'était bien. Ouais, doué et génie, quoi. Il y a un petit extrait d'un programme qui date d'il y a quelques années que j'aimerais te soumettre là, maintenant, tout de suite. Bonsoir, soyez les bienvenus dans Flash Débat, le débat qui éclaire. Ce soir, nous allons parler d'un sujet tendance, la transidentité. Pour cela, je reçois Guignou Chachu, ingénieur en informatique, et Mitracel de Fouifouy-Gongin-Butan, président de l'association Jeunesse Groenlandaise, N'ayez pas peur. Alors, Guignou, vous êtes transgenre, vous étiez une fille, et maintenant vous êtes un garçon. Êtes-vous heureux ? Oui, je suis très heureux. Ah. Oui, mais enfin, tout de même, Jésus... Oh, ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. À demain. C'était dans Groenland et ça a déjà quelques années. C'est ma vidéo préférée, je la connais très bien. Oui, parce que c'est tout. Enfin, si les gens se sentent bien dans leur corps, maintenant vous êtes un homme, vous êtes heureux, oui, il n'y a rien d'autre à dire. Non, mais c'est imparable. Oui, c'est imparable. Mais ouais, et de sortir des arguments, je sais pas. Qu'est-ce qui fait aussi peur aux gens dans le fait que nous, on transitionne, quoi ? Je ne sais pas. Non, mais ça alors pardon, si on prend ça sur un prisme vraiment extrêmement égoïste, ça n'enlève rien à personne. Non. Ça nous enlève des trucs parce qu'on a plus de boobs et tout, mais je veux dire sur les gens qui sont extérieurs, exactement, aux décisions, aux besoins, ça n'enlève rien à personne. Non, je pense que juste ça met en avant le fait que les catégories d'hommes et de femmes ne correspondent pas ou plus à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais même comme vraiment, des fois, j'ai envie de demander aux gens comment est-ce que vous définissez être une femme au-delà de la question biologique. Qu'est-ce que c'est être un genre de femme ? Et peu importe le nombre de femmes que tu prends, la définition est différente. Donc déjà, il y a un problème. On ne peut pas juste dire femme et définir absolument toutes les femmes. Oui, bien sûr. Par exemple. Non, c'est vrai. Ouais. Et ça marche pour à peu près toutes les catégories. Ouais. Et je pense que ça met ça en lumière. Et sauf qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la société aujourd'hui telle qu'elle fonctionne, qui fonctionnent sur cette différence entre hommes et femmes, et notamment sur la supériorité de la catégorie homme sur la catégorie femme. Et du coup, nous, les personnes trans, on vient modifier ça. Et ça fait peur parce que ça bouge le vieux monde. Voilà. Non, mais c'est une piste à laquelle je n'avais pas pensé. C'est vous qui allez foutre la merde. Exactement, je pense qu'on fout la merde, c'est vrai. Ils étaient bien tranquilles, bien installés, et vous, paf, voilà la révolution. Sur les plateaux télé, le fait que la transidentité soit encore trop souvent traitée, envisagée comme un débat, plus que comme une réalité, est-ce que tu ne ressens pas une forme d'usure au bout d'un moment ? Si, bien sûr. En fait, c'est très difficile quand on est concerné par une identité, parce que moi, être trans, c'est quelque chose de très joyeux pour moi. Et c'est par ailleurs quelque chose auquel je pense pas tous les jours. Je suis pas chez moi en mangeant avec une fourchette qu'avant était un couteau. Enfin, tu vois, je suis pas tout le temps trans, quoi. Enfin, tu vois, c'est juste. Pardon, l'image me fait rire. Oui. Désolée. Mais c'est comme on pense pas tout le temps au fait d'être une femme. On pense pas. Voilà, c'est juste quelque chose que je vis. Et le fait que ce soit un débat, alors que pour moi, c'est ma vie. C'est mes besoins. Par exemple, si je veux avoir un enfant, c'est mon droit, mais je n'ai, dans les faits, pas les droits, ou alors c'est très compliqué. Donc, moi, le fait que ce soit en débat, c'est bizarre. C'est comme si... comme quand une femme est invitée sur un plateau et qu'on débat, que deux hommes débattent, par exemple, de l'avortement, et que la femme ne dit plus rien. C'est vraiment cet effet-là, alors que pour elle, c'est son corps qui est mis en jeu, c'est sa vie. Et les hommes sont là. C'est intéressant comme question. Je fais, non, c'est pas théorique, c'est vraiment des réalités pour plein de gens. Donc oui. Tu dis de manière très juste, à propos de ton spectacle, l'enjeu, c'est de montrer qu'une parole queer, c'est pour tout le monde, pas que pour les concernés ES. Ce que moi j'appelle la convergence des luttes. Oui. Et c'est extrêmement, alors je vais pas dire frappant, parce que c'est pas une découverte, mais quand on sort de Mérou, il y a vraiment un truc de, mais allez...
On est ensemble. à la bagarre tous ensemble. En fait, Ouais. la bagarre ou à trouver des solutions. Mais il y a vraiment ce truc-là de on avance ensemble, quoi. Oui, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai J'ai l'impression voulu, de dire une pub Benetton, mais c'est la réalité. C'est Enfin, il y a quelque vraiment, chose de- c'est ça. Non. Non, mais c'est vrai, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Au début, il y avait beaucoup de personnes queer à mon spectacle. Et après, je me suis dit, mais ce que je dis, les personnes queer le savent déjà. Ouais. Donc, j'ai envie de voir l'image à long terme et de me dire, non, il faut juste que tout le monde se sente concerné par ce sujet Ouais. parce que tout le monde a un genre. Donc, à partir de là, tout le monde se pose des questions. Ou alors, c'est très inquiétant. Et du coup, forcément, ça concerne tout le monde. Et ça, ouais, je veux vraiment le montrer. C'est pas un spectacle de niche. Et je le rappelle, parce que je pense que je ne l'ai pas assez dit, le spectacle est extrêmement drôle, mais vraiment extrêmement drôle. On poursuit la conversation juste après cette courte page de publicité. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Lou Trottignon, on parle de Mérou. Vraiment, spectacle formidable, je le dis, je le redis. Je me suis demandé quand est-ce que tu as réalisé que tu étais drôle. C'est venu tôt ou... Oui. Très tôt, moi, depuis que je suis tout petit, bref, on saura plus tard, venez au spectacle, pour savoir si j'étais petit ou petite. Mais en tout cas, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours aimé créer cette émotion chez les gens, le rire. J'aime trop, quoi. C'est très validant pour son ego, déjà. Et puis, c'est trop bien de rendre les gens heureux. Et je me suis rendu compte que j'avais un petit potentiel de drôlerie, je sais pas, vers 6-7 ans. Ouais. Mais alors quand même, après, Sciences Po, philo et Académie de l'humour. Oui, voilà. C'est j'ai vraiment un peu... un parcours... Mais parce que je me suis dit que c'était pas... Ça remonte le courant, les Mérous, ou non? Non, ils sont Ok. ils sont pas très smart, les Mérous, hein, c'est pour ça que je les adore. Mais non, ils remontent pas trop le courant, je crois. Bon, je m'y connais pas à 100%. Et avec non, mais ce toute cette parcours histoire- est Oui, voilà. assez détonnant. Bah, en fait, je viens d'une famille où ils sont tous artistes, et du coup, peu de gens avaient fait des grandes études, et j'y avais accès. Du coup, je vais tenter, enfin, c'était un peu un truc de famille, d'essayer de tenter de faire des grandes études. Et en fait, ça m'a pas du tout plu. Je suis dans l'artistique, le côté scolaire, je le comprends pas. Ça me parle pas, quoi. Donc là, je me suis dit, vas-y, je vais tenter l'humour. Mais c'est difficile de se dire qu'on peut tenter l'humour. C'est un métier très précarisant, donc il faut avoir les billes pour s'y lancer vraiment. Financière et mentale. Ton premier public, Mon premier public... c'était... 3 petits points pour l'interrogation. Mon premier public, c'était dans un petit bar à Pigalle. Et c'était une soirée Les meufs sont drôles, un truc comme ça. Parce que j'ai commencé le stand-up en me considérant comme une meuf. Et du coup, c'était surtout des proches et puis des gens qui étaient là. Voilà. Et ça a bien fonctionné, j'étais content. Et après, j'ai continué, quoi. Mais c'était les premières émotions. Les premières émotions, c'était le stress. Et encore maintenant, et encore tu en maintenant. parles volontiers dans le Ah spectacle. oui, bien sûr, je suis quelqu'un L'angoisse est présente. L'angoisse est tout le temps présente, mais ça fait partie de qui je suis. Et l'angoisse me fait rire aussi. Mais du coup, ma première scène, j'étais étonnée que ça fonctionne autant sur des questions de féminisme et tout. Ouais. Mais j'ai tout de suite eu des retours d'humoristes qui m'ont expliqué mes blagues. Voilà, ça c'est un grand truc. Quand on est une meuf dans le stand-up, on t'explique tes propres blagues. Ça, c'est fou. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être c'est pas un milieu pour moi. Et après, j'ai rencontré le Comedy Love. Donc Tani, Mao Drama, Noam Sinso. Et je me suis dit, ah non, il y a un endroit où on peut faire de l'humour et sans qu'on nous explique nos blagues, quoi. Pour parler des gens qui te font rire, alors si je me suis pas trompée, voici un extrait. Recently, I had a police officer explain witness protection to me. You don't need to know why. He said, James, when someone goes into witness protection, he or she is given a new identity, then he or she is relocated, and he or she spends the rest of their life under government protection. I like the way he put it. I like when people say he or she, because he or she is only ever said by men who are fully intended on just saying he, and at the very last second remembered that she exists. James Caster. C'est vraiment une grande inspiration pour moi. Alors que pourtant... Humoriste britannique. Hein, oui, humoriste britannique.
pour dire aussi aux gens que c'est pas parce qu'on est queer ou trans qu'on est contre tout l'humour fait par les mecs cis-hétéros, pas du tout. Ah bon? Quoi? Quelle nouvelle incroyable! Ah bon? Au contraire, et James Acaster, moi, ce que je trouve très fort, c'est qu'il est très insolent, déjà, donc il y a quelque chose d'assez enfantin qu'on retrouve et que moi, j'ai beaucoup sur scène aussi. Donc ça me parle. Et aussi, il est capable, par l'absurde, de parler de plein de sujets politiques et notamment de parler du genre des personnes trans d'une manière qui me fait, moi, rire et avancer. Donc pour dire aussi que c'est possible de rire de la transidentité quand on n'est pas concerné, mais en étant bienveillant. Que ce soit drôle. Voilà. Ah, pardon. Drôle, bienveillant, bref. Pour moi, il faut que les deux s'alignent. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai lu également que tu avais des envies de comédie en fiction. Oui. Ouais, ça c'est vraiment... je me rends compte que là, surtout en étant au Théâtre Saint-Georges, que j'adore jouer. Ouais. C'est vraiment être comédien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. T'es très bon, hein. Merci beaucoup. Je crois que je découvre un peu ça et que la scène m'a permis de travailler ça. Et là, je vais bientôt... Il y a une série qui va sortir sur France TV. Ruby, exactement. Qui donc, on n'a pas encore la date de sortie, ce sera juin ou septembre, mais dont je suis très fière et ça, c'était mon premier pas là-dedans et j'essaye d'aller vers ça. Une autre mission pour toi dans un instant, à savoir établir une playlist pour tous les gens qui vont écouter la suite de cette émission. Juste avant, un dernier titre que j'ai choisi, c'est CZ et BMF. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. CZ, on sait jamais trop. On a un débat avec Quentin qui réalise cette émission. Est-ce que Loutre-Trottignon veut trancher? Je connais pas du tout, donc je dirais SZA et laissez-moi tranquille. Le doute, laissez-moi dans le doute. C'est la dernière partie de cette émission. Il y a une autre tradition. C'est vraiment une émission de tradition, de terroir, vous l'aurez compris. Une rafale de questions sur la musique. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac et je n'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. Oh, c'est la première fois qu'on me demande ça. C'est vrai? De pas justifier mes réponses. Alors, enfin, non, mais j'allais dire, et je peux pas te juger, mais te le dire est une erreur factuelle puisque je vais par essence juger. Bah oui, car, bien sûr. Je suis comme ça. C'est ok. Dans la communauté gay, on a l'habitude de se juger. Ça fait partie. Tu es accepté dans la communauté du coup. Ah bah merci. Est-ce que tu es prêt? Oui. Allez, quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne? Pour moi, c'est Georges K. Je me souviens plus du titre exact. Georges K. C'est une chanson parlée qui parle du fait que justement c'était une fille très masculine quand elle était enfant et qu'elle savait pas où était sa place. Garçon manqué, fille manquée. Garçon manqué, fille manquée. Voilà, je crois que c'est vraiment ça. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. Rage Against the Machine, je sais pas. C'est le premier truc qui m'est venu. La souplesse est grande. Vraiment. Ok. Non, mais ça me va, je prends. Ton hit de karaoké. Je suis flippée du karaoké, c'est une de mes phobies. Alors, ton hit de douche. Mon hit de douche. Là, en ce moment, c'est Kalika, Personne. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Je crois que j'ai du Gainsbourg quelque part. Ouais, je crois que... mais je sais. Non, mais bon. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Il y en a tellement... cette chanson, par exemple, qui n'existe pas, que je chante. Qui est bien. J'aime bien, moi. Pardon. On part vite ailleurs. Ok, alors, ça va être... je sais jamais comment le prononcer. Tovelou. Dans Sadder, Better, un truc comme ça, où elle dit que elle est beaucoup plus triste maintenant, mais qu'elle est aussi beaucoup plus stylée. Très bien. En avançant dans la vie. Et la chanson qui te fait immédiatement sortir de la piste de danse. Sortir? Ah bah oui. Sur une piste de danse, si tu passes Alléluia, je sors, quoi. Sauf si c'est Dr Alban. Ah, Sing Alléluia. Oui. Mettez la chanson hyper triste de Shrek dans les références. Ah oui, de Jeff Buckley, de Leonard Cohen, de tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends, ça se justifie. Tu sors, mais dans le drame, quoi. Ouais. Ta chanson de comédie musicale préférée? Oh là là, toutes les chansons de Crazy Ex-Girlfriend, qui est du coup une série comédie musicale. Et vraiment, il y en a une qui est super, qui est sur les hommes, justement, et qui est une chanson qui parle de toutes les contradictions qu'il peut y avoir dans le féminisme, et c'est juste drôle. Et du coup, voilà. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours?
Kalika, personne. Et la chanson, alors catégorie pénible, dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Somebody You Know. Gauthier. Ouais, c'est ça, probablement. Gauthier Kimbra. Ouais. Somebody That I Used to Know. Oui, Somebody That I Used to Know. Avec le tout. Oui, ouais. J'en peux plus. Ok. Allez, formalité remplie. Je rappelle que Mérou, c'est le titre du spectacle de Lou Trottignon. C'est le lundi à 20h au Théâtre Saint-Georges jusque fin avril, Courrézy. Et puis, il y a aussi des dates le 12 mars à Dijon, le 13 à Besançon, le 18 à Strasbourg et à Bruxelles le 30 mai. Dernière mission qu'on t'a confiée, la playlist de la demi-heure qui vient. Et pour démarrer, tu as choisi, je fais une citation littérale, je vois pas bien ce qu'est cette chanson, mais les titres me parlent en ce qui me concerne, c'est Sexy Boy et Air. Et je vais te prouver là, maintenant, tout de suite, que tu connais ce titre. Ok, merci. Le score sur Radio Nova. David Bowie, Modern Love pour clore le score passé en la compagnie de Lou Trottignon. Merci mille fois. Merci à toi, vraiment, c'était super. Venu nous rendre visite. Oui. Et il est désormais 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.